Bruxelles. Vous avez bien entendu, il s'agit d'une communauté araméenne et non arménienne. Les Araméens viennent principalement du Tour Abdin, une région qui se situe au sud-est de la Turquie, à la frontière de la Syrie et de l'Irak. Depuis 2 ou 3 ans, ils quittent en masse leur pays pour l'Europe. Ils s'installent en Allemagne, en Suède, en France ou encore ici à Bruxelles. Ils sont groupés dans un quartier, 200 familles, quelques 1200 personnes qui sont venues ici pour trouver plus de liberté, pour fuir l'oppression dont ils sont victimes en Turquie. Minorité chrétienne dans un monde musulman, minorité linguistique puisque leur langue est l'araméen, qu'on appelle également le syriaque, et en Turquie, l'apprentissage de cette langue est interdit. Certains d'entre eux ont accepté de répondre à nos questions. Nous avons aussi rencontré un dominicain qui les connaît bien, Claude Célis. Il nous précise les raisons de leur venue chez nous. Mais il est évidemment dangereux d'affirmer des choses, mais disons qu'il s'agit d'une persécution larvée. Ce sont plutôt des coups de main laissés impunis. Il ne s'agit pas d'une persécution organisée, et en tout cas pas par l'État central. C'est plutôt à la faveur de la déliquescence du pouvoir en Turquie, et à cause sans doute aussi de l'exemple iranien, que des groupes musulmans locaux ont essayé de reprendre du pouvoir contre une population qui les a toujours un petit peu gênés. Pour quelle raison ? Là aussi, je crois que différents facteurs interviennent. Il y a certainement l'aspect religieux, ils sont chrétiens et les autres sont musulmans, et malgré qu'en principe l'islam soit tolérant, je crois que du point de vue des coutumes, de la mentalité, l'islam est tellement englobant comme monde qu'il supporte difficilement un corps étranger en son sein. Et ces chrétiens sont manifestement des corps étrangers, ils ne vivent pas exactement comme les musulmans. Mais donc il est difficile de faire le partage entre les raisons vraiment religieuses et les raisons ethniques, les raisons de mentalité. C'est-à-dire que ces gens se sentent araméens, ils ne se sentent pas turcs. Cette question est délicate aussi, parce que, disons, le conflit qui vient de la part du pouvoir central alors, étant donné son programme de turquisation de l'ensemble des populations habitant sur le territoire turc, il est très dangereux de dire qu'ils ne sont pas turcs. Ils le sont, mais il est évident aussi, me semble-t-il, que, au point de vue ethnique, ils ne le sont pas tout à fait. Ils sont plutôt, je dirais, arabes. C'est ça. Mais les Araméens qui habitent en Turquie se sentent plus proches des Araméens qui habitent en Syrie que des habitants de la Turquie. C'est certain. Pour être turc, disons, il faut qu'ils nous acceptent turcs. Comme ils ne nous acceptent pas turcs, nous ne pouvons pas nous accepter turcs non plus. Mais vous vous sentez surtout araméen. Nous sommes surtout araméens, on va rester araméens. D'abord, nous sommes une minorité ethnique, religieuse et linguistique. C'est le problème, c'est pas l'islamisme et le christianisme, c'est le problème au niveau de la politique. C'est le problème de droit de l'homme, c'est le problème des respects aux droits des autres. C'est le fait que vous êtes une minorité. C'est ça. Ben, nous étions une minorité, on a resté minorité, et si ça continue comme ça, ben, toujours on va rester minorité. Nous sommes ici dans un café araméen. C'est d'abord un lieu de rencontre. Les réfugiés araméens n'ont que peu d'argent et il n'y a que rarement des consommations sur les tables. Ici, nous n'avons rencontré que des hommes, bien sûr. Comme dans toute la tradition orientale, les femmes restent à la maison. Alors vous êtes le patron ici. Oui. Et c'est un endroit où beaucoup d'Araméens viennent. C'est un peu un lieu de rencontre pour eux ici. Oui, ben c'est ce qu'on a fait parce qu'on n'avait pas un lieu de rencontre ni un centre culturel. Et on a
essayé de faire plusieurs, mais ça n'a pas été parce qu'on a eu des difficultés pour trouver une salle. Et comme moi, que j'étais au chômage, ça fait 4 mois que je suis tombé au chômage. Disons, j'ai dit, le café c'était à remettre. J'ai dit, tiens, ça serait bien de la voir si on se voit plus. Nous sommes tous des amis. Je suis le plus vieux des réfugiés ici. Le premier réfugié. Mais aujourd'hui, dans le Tour Abdin, les seuls Araméens qui restent sont les personnes âgées qui préfèrent finir leur jour dans leur pays. Il y a 3 ans, 200 000 Araméens vivaient dans le Tour Abdin. Aujourd'hui, il en reste 25 000. Vous êtes ici depuis combien de temps? Depuis 2 ans et demi. Pour quelle raison avez-vous quitté votre pays? La situation n'était plus agréable pour moi, disons, au niveau de la vie, au niveau des opinions, au niveau de... Vous aviez des conflits ouverts ou c'était simplement un climat qui vous dérangeait? Simplement un dérangement, mais aussi peur, disons, par la réaction, avoir peur. Par la réaction, avoir peur. Vous ne venez pas de Turquie, vous venez de la Syrie. De la Syrie, oui, de la Syrie. Mais vous comprenez la situation des Araméens qui viennent de Turquie, qui viennent ici Oh oui, certainement, parce que moi aussi je suis d'origine turque. Hein. Par exemple, mon père est né en Turquie, moi je suis né en Syrie. Et je pense mon grand-père aussi, il était né en Irak. Hein. Voilà notre problème. Est-ce que la Nous situation... sommes divisés en 3 pays, ou 3 États du Proche-Orient. On l'appelle dans l'histoire la Mésopotamie. Et très concrètement, très pratiquement, la situation est très différente entre les Araméens qui viennent de Turquie et ceux qui vivent en Syrie. Ah oui, oui, je pense que oui. Vous voyez Mais, ça comment, cette différence? Bon, ça dépend de la régime politique dans chaque pays. C'est ça. Là, je peux dire ça. Et seulement ça. Oui. Oui, mais l'immigration, par exemple, a commencé de notre peuple. C'était après la massacre de la fin du 19e siècle et à partir au début du 20e siècle. Alors c'était d'abord vers les pays de l'Amérique latine, aux États-Unis, mais maintenant on peut parler d'une diaspora syriaque, c'est-à-dire partout. Mais on constate qu'il y a une plus grande émigration depuis quelques années, depuis 2-3 ans. 2-3, oui, c'est à cause de le coup d'État en Turquie. Oui. C'est plus facile de dire ça. C'est pas, mais je vous renvoie à les rapports de toutes les missions qui sont sur place là-bas, alors qui sont venus avec beaucoup de choses vraiment très très graves. Hein. N'oublie pas aussi le traité de Lausanne aussi. Il ne considère pas notre peuple comme une minorité. D'ailleurs, comme les Grecs et les Arméniens en Turquie. Hein. Alors voilà notre question. C'est-à-dire c'est interdit pour nous de constituer des institutions comme des écoles primaires ou secondaires ou des hôpitaux, etc. Voilà, c'est quelque chose, je pense, c'est trop difficile d'expliquer ça. On n'a pas le droit comme un Turc, comme un vrai Turc. Mais tu penses qu'un vrai Turc a énormément de droits? C'est pas une question que tous les Turcs vivent bien. Donc, plutôt, nous sommes chrétiens, et là, on vit une vie vraiment terrible, et c'est pour ça que nous sommes quittés la Turquie, nous sommes venus ici. Ça veut dire quoi exactement, être chrétien? Enfin, pour moi d'être chrétien et musulman, d'être chrétien là-bas chez eux, c'est une... ils sont racistes contre les chrétiens, ça, on peut le dire. Des chrétiens, enfin, c'est le même Dieu, vous savez, mais tout le monde ne pense pas la même chose. Chez nous, ça marque sur notre carte d'identité si on est chrétien ou bien si on est musulman. Notre peuple il est très croyant, vraiment il va chaque dimanche à l'église. Enfin, je ne peux pas dire tout le monde, et surtout les gens plus âgés, ils vont plus que les jeunes. Ils sont très croyants, ils vont chaque dimanche à l'église, les gens. À propos, pour notre église, c'est l'église syriaque orthodoxe d'Antioche.
alors le patriarche qui réside à Damas. Bon, nous sommes des monovisites, entre guillemets, si je peux dire ça. Ça veut dire quoi, ça? Un monovisite, on croit une seule nature, une personne de Dieu, etc. Ce sont des problèmes de Trinité de Dieu, etc. Bon, nous sommes des orthodoxes, mais les orthodoxes eux-mêmes n'acceptent pas nous comme des orthodoxes. Voilà, nous sommes une église non chalcédoine, parce qu'on n'accepte pas le concile de Chalcédoine. C'est une situation difficile, ça? Ah non, je ne pense pas avec le dialogue entre les chrétiens, non, non. Très attachés à leur identité chrétienne, les Araméens de Bruxelles ont donc choisi un prêtre. Il a été ordonné en octobre 81 par un de leurs évêques venus de Hollande. Nous avons rencontré ce prêtre chez lui. هاق ما قبلت بطنه قمولت برو وقد اسمي يشوح ها نكتوي رابو وبرو دوعي له قد مقري قدو بيلي الله كرسي الداوي ذبابو قد مملخ على بيته يحقو بالعولم لما الكوثيذين هاي الكويلة. Qu'est-ce qu'il vient de nous lire? Il vient de lire un texte sur la naissance de Jésus. Il a dit que le Dieu il a envoyé ses anges, son ange qui s'appelait Gabriel, et qu'il a donné la nouvelle à Sainte Marie qui était la fiancée de Joseph. Alors Gunel est prêtre, est-ce qu'il pourrait nous raconter comment il est devenu prêtre? ono قاشو هاوينو قاشو جبوي دي جماعة أيضا دسريو تركي دي قوميتي دسريو أيضا كتير هاكي كله بسبب لتويران قاشو ولت مجبور دي وظيفة أيضا دي عيتو تحوزينا له بسبب ثالي قوميتا دي دسريو كله مظل إلي واسي سيدنا وحسيو وهالكير سملي قاشو بعيتو كله درس دي Il vient de dire qu'il était un diacre de l'église et comme on n'avait pas de prêtre ici, on restait toujours sans messe, on n'avait pas, enfin comme on ne comprenait pas le français, on allait dans des autres églises qu'on ne comprenait rien. C'est par la communauté qui se trouve à Bruxelles, il a été choisi comme un prêtre et puis il a été nommé par notre évêque qui se trouve à Hollande, à Angel. Et donc chez vous, c'est d'abord la communauté qui choisit le prêtre. قاميتو إم الله كورضي وأكو قنو على شخص احنا وشخصان وقانعين عليه وكوموضن كل كوبن امضاء وبثران ضطاني كوميتها من لو حاسيو وحاسيو متكون قنو اي جماعة كوثي وحاسيو كورو سامل. Oui, chez nous d'abord la communauté doit être d'accord pour que tel homme qui doit être le prêtre est un homme qui est capable d'être prêtre. Après, on donne toutes les signatures à l'évêque. À ce moment-là, c'est l'évêque qui le nomme. Et alors, il y a quelque chose qui peut nous étonner, c'est que Gunel est marié. أما احنا ديذا مقاميتو أشلي حستيني التلميذ المشيحو غلب من قاويري ويني كتوين بنيشي واحنا ديذا دي كهنو ثو وكهنو دهوي قاويرو طوكو حزينا ليشنكو كهنو دهوي قاويرو يحرميذي والنعيميذي كهنو يبيني جماعة كو مقلي بابو لجماعة حريتو كولا موقع وكهنو احنا قابينا قاويرو كوي حتى تلميذ المشيحو غلب من قاويري ويني. Ils disent parce que chez nous, comme les disciples de Jésus, la plupart d'entre eux qui étaient mariés, et c'est comme ça qu'on fait chez nous. Donc un prêtre pourra se marier, aura des enfants, et dans la communauté, comme il a des enfants, on pourrait l'appeler le père de communauté. Sa femme était d'accord qu'il devienne prêtre? Pardon? Sa femme était d'accord qu'il devienne prêtre?
شنكو أين من الدموية بصرها كويدو حين المنطح ذو كويش تضحايا ذي هوقا موقع كومش بقامته قرار يبث يوم استيني كنت كوبو قرار ينقايو كوب نهنك أتري قرار عمو حسيو وحسيو يدي كوروسا. Oui, elle doit être d'accord pour qu'il soit nommé. C'est une obligation, elle doit être d'accord. Obligation. Et même si plus tard il y en a un des deux qui est décédé, à ce moment-là, il ne pourra plus se marier. Ils doivent rester veufs. Alors qu'est-ce qu'il fait comme prêtre? Il célèbre la messe? Oui, il célèbre la messe tous les dimanches et les jours de fête. Et également, quand on a le temps, on fait de prier tous les jours, le matin et le soir. Le catéchisme aussi, ça existe chez vous? Oui. Et est-ce qu'il a déjà célébré un mariage, des baptêmes? Plusieurs fois. Il a déjà célébré mon mariage et la baptême de ma petite fille. Le prêtre célèbre la messe tous les dimanches dans une salle prêtée par une paroisse de Bruxelles. C'est également dans cette salle que les enfants se retrouvent les mercredis et samedis après-midi. Principalement à partir de textes religieux, ils apprennent leur langue, le syriaque. Il y a beaucoup de monde ici qui pense que la langue syriaque c'est déjà mort, ou simplement réduite au usage liturgique, le cas qui n'est pas vrai, parce que il y a déjà beaucoup de monde qui parle le touroyo, un dialecte de la langue syriaque. D'ailleurs aussi, je pense à mon avis, le Christ aussi a sans doute parlé une langue similaire, je ne peux pas dire c'était le syriaque, mais une langue, oui. Quelle est la différence entre le syriaque et l'araméen? Bon, l'araméen, c'est la langue classique de la langue syriaque. Tic tac. ولد نقلحته تيك تاك حنقطع حنقطع مالكي بو يوزع بسوي. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Nous venons pour étudier, pour qu'on fasse lire les cahiers, pour qu'on apprend. Les Araméens veulent préserver leur identité. C'est pour cela qu'ils tiennent à pratiquer la religion chrétienne selon leurs rites. C'est pour cela qu'ils tiennent à transmettre leur langue. Parce que vraiment, notre culture ou notre langue maternelle, c'est en voie de disparaître. C'est pourquoi on demande où vous êtes pour que la langue syriaque puisse reprendre sa mission culturelle et pour jouer son rôle constructif pour servir la culture et la civilisation universelle. Parce que je pense que la langue syriaque a servi de pont dans le passé, c'est-à-dire à partir du 7e siècle jusqu'à le 13e siècle, entre la civilisation arabo-islamique et la civilisation antique. Je pense qu'on peut aussi continuer à jouer le même rôle. Bon, alors merci, je vous remercie d'avoir nous donné l'opportunité de parler, etc. Et en cela, je pense la Belgique paraît une fois de plus comme une véritable terre d'exil. Et merci. Mais ce remerciement ne doit pas nous faire oublier qu'il y a des réalités et des problèmes. Vis-à-vis de la population masculine qui, évidemment, cherche du travail, mais on sait bien qu'il y a déjà un chômage énorme dans la population belge et qu'il se présente sur le marché du travail avec de nombreux désavantages. Donc il n'y a pratiquement aucune chance de trouver du travail pour ces gens-là ou qu'ils puissent d'eux-mêmes en trouver en ne comprenant même pas tous les problèmes juridiques
que pose l'installation comme indépendant ou tenir un commerce, etc. Ils ont droit au chômage? Ils n'ont pas droit au chômage, mais ils ont donc droit à une subvention du CPAS. Mais ils n'ont droit au chômage que s'ils ont un permis de travail, s'ils ont travaillé. Mais il faut préciser qu'ils ont droit au permis B s'ils trouvent un employeur. Alors devant ces difficultés, qu'est-ce que vous faites? Mais donc, il me semble que quelques personnes ont essayé d'accueillir cette population et nos moyens sont très limités. Ils le seront peut-être un petit peu moins maintenant que nous avons reçu l'accord du ministère de l'Emploi et du Travail pour engager un CST, un cadre spécial temporaire. Et nous avons demandé de pouvoir jouir des services d'un licencié en droit, précisément pour débrouiller tous ces problèmes, non seulement de statut, mais aussi donc d'installation en Belgique. Ouvrir un commerce et tout ça pose déjà tellement de problèmes pour des Belges, a fortiori pour ces gens-là, et il faut un conseiller. Nous avons demandé également une infirmière sociale parce qu'il y a de très nombreux problèmes de santé. Ils s'adaptent assez mal au climat d'ici. Ils n'ont pas adapté la nourriture, ils continuent à se nourrir des aliments qu'il y avait là-bas en Turquie et qu'ils trouvent ici, mais ne profitent pas, disons, de l'alimentation locale, adaptée aux conditions locales. Alors qu'est-ce que tu fais ici durant tes journées? Tu ne travailles pas? Non, pour le moment, je ne travaille pas. Je viens de terminer d'apprendre le français. J'ai eu mon diplôme. Et maintenant, je ne travaille pas. Mais comme dans mon quartier, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas parler le français. Je vais avec eux pour parler de leurs problèmes à la commune. Tu sers d'interprète? Oui, c'est ça. Je vais à les hôpitaux, CPS à la commune avec eux. Et de temps en temps, je viens ici pour voir mes amis, pour parler avec eux. C'est un lieu de rencontre ici? Oui, c'est ça. On se voit souvent ici. Et vous parlez de vos problèmes? Oui. C'est quoi vos problèmes ici en Belgique? Écoutez, le problème qu'on est arrivé ici, on est réfugié politique. Donc moi, je n'ai pas de travail. Il y a un qui cherche du travail, l'autre qui va à l'école. D'apprendre la langue, la difficulté de tout ce qui est ici. Donc ce n'est pas facile d'arriver dans un pays qui ne connaît rien, qui ne connaît pas la langue. Qu'est-ce que les femmes font durant la journée? Elles restent à la maison? Les femmes, ils restent à la maison, ils font leur ménage à la maison. Parce que tu sais bien, nous, on a beaucoup d'enfants. Chaque famille minimum, il a 4 ou 5 ou 6 ou 7 enfants. Et au niveau mentalité, est-ce qu'ils s'adaptent ici? Là, personnellement, je serais un peu critique. J'ai l'impression qu'ils s'adaptent pour certaines choses et pas pour d'autres. C'est-à-dire, comme beaucoup de ces populations, je crois, ils rencontrent une civilisation matérialiste et ils sont fort tentés de verser dans ce matérialisme. Mais ils n'ont pas les moyens. Évidemment, ils n'ont pas les moyens. Mais c'est regrettable quand même que ce soit un petit peu leur but. Alors là, il y a tout un travail éducatif, leur faire prendre conscience que là n'est pas le bonheur et qu'ils ne sont pas venus pour cela. De toute façon, pour eux, il n'est pas question de retourner chez eux. Non. À partir du moment où on a demandé le statut de réfugié, c'est donc tout à fait exclu. Sauf le jour où ils auront la nationalité belge, ils pourront retourner alors en tant que Belges dans leur pays. Moi, j'espère dans le futur d'être comme un Belge, d'avoir toutes les possibilités d'un Belge. Matériel? Tout. Je veux bien garder ma culture, tout ce que je suis donc d'avant, mais je veux bien que mon fils, notre enfant qui grandit avec les Belges, qui prend la même culture avec eux. Ce sentiment d'oppression qu'ils ont connu chez eux en Turquie, est-ce qu'ils le connaissent encore aujourd'hui? Ou est-ce que cette peur, cette crainte dans laquelle ils vivent parfois est tout à fait effacée?
C'est-à-dire, incontestablement, ils se sentent beaucoup plus libres ici, c'est clair. Et par exemple, ils organisent des cours de syriaque, leur langue, ce qui était interdit en Turquie. Ici, ils savent qu'ils peuvent le faire et ils le font. Et toute une vie culturelle et liturgique se développe réellement. Donc ils profitent réellement de leur liberté et ont conscience d'être réellement libres. Cependant, il reste qu'il y a une certaine crainte d'être repéré par des indicateurs ici en Belgique. Oui. Et qu'est-ce qu'il risque? On ne sait pas. Non. Image Claude Mikils. Son Benoît Posset. Montage Prodifilm Europe. Mixage Gérard Rousseau. Un reportage de Jean-Paul Gieslings. Production Radio-Télévision Catholique Belge.